Hey! Fâcheuse nouvelle pour un cœur amoureux. Dures extrémités où je me vois réduit. Tu viens, Sylvestre, t'apprendre au port que mon père revient. Oui, Qu'il arrive ce matin ce même. matin Et même. qu'il revient dans la résolution de me marier Oui, avec une fille du seigneur Géronte. du seigneur Géronte. Et que cette fille est mandée de Tarente ici pour cela. Oui, Et tu tiens ces nouvelles de mon oncle, de votre oncle, à qui mon père les a mandées par une lettre. par une lettre. Et cet oncle, dis-tu, c'est toutes nos affaires. De toutes nos affaires. Ah! Parle si tu veux, et ne te fais point de la sorte arracher les mots de la bouche. J'ai déjà parlé davantage. N'oubliez aucune circonstance et dites les choses tout justement comme elles sont. Ma conseille-moi du moins, et me dis ce que je dois faire dans ces cruelles conjonctures. Ma foi, je m'y trouve autant embarrassée que vous, et j'aurais bon besoin que l'on me considère moi-même. Je suis assassiné par ce maudit retour. Je ne le suis pas moins. Lorsque mon père apprendra les choses, je vais voir fondre sur moi un orage soudain d'impétueuses réprimandes. Les réprimandes ne sont rien, et plaise au ciel que j'en fusse quitte à ce prix. Mais j'ai bien la mine pour moi de payer plus cher vos folies. Et je vois se former au loin un nuage de coups de bâton qui crèvera sur mes épaules. Oh, ciel! Par où sortir de l'embarras où je me trouve? C'est à quoi vous deviez songer avant de vous y jeter. Ah! Mais tu me fais mourir par tes leçons de saison! Oh, mais vous me faites bien plus mourir par vos actions étourdies. Que faire? Quelle résolution prendre? À quel remède recourir? Qu'est-ce, Seigneur Octave? Qu'avez-vous? Qu'y a-t-il? Quel désordre est cela? Je vous vois tout troublé. Ah, mon pauvre Scapin! Je suis perdu, je suis désespéré, je suis le plus infortuné de tous les hommes! Comment? N'as-tu rien appris de ce qui me regarde? Non. Mon père arrive avec le seigneur Géronte, et ils me veulent marier! Eh bien, qu'y a-t-il là de si funeste? Hélas! Je ne sais pas la cause de mon inquiétude! Non, mais il ne tiendra qu'à vous que je la sache bientôt. Je suis homme consolatif, homme à m'intéresser aux affaires des jeunes gens. Ah, Scapin, si tu pouvais trouver quelque invention, forger quelque machine pour me tirer de la peine où je suis, je croirais être redevable de plus que de la vie! À vous dire la vérité, il y a peu de choses qui me soient impossibles quand je m'en veux mêler. J'ai sans doute reçu du ciel un génie assez beau pour toutes les fabriques de ces gentillesses d'esprit, de ces galanteries ingénieuses à qui le vulgaire ignorant donne le nom de fourberie. Et je puis dire sans vanité qu'on n'a guère vu d'homme qui fut plus habile ouvrier de ressorts et d'intrigues et qui ait acquis plus de gloire que moi dans ce noble métier. Mais ma foi, le mérite est trop maltraité aujourd'hui. Et j'ai renoncé à toute chose depuis un certain chagrin d'une affaire qui m'arrivera. Comment? Quelle affaire, Scapin? Une aventure où je me brouillais avec la justice. Ta-ta-tan! La justice! Ta-ta-tan! Toi et la justice. Ta-ta-tan! Oui, elle en usa fort mal avec moi et je me dépitais de telle sorte contre l'ingratitude du siècle que je résolus de ne plus rien faire. Mais basta! Ne laissez pas de me conter votre aventure. Tu sais, Scapin, qu'il y a 2 mois que le seigneur Géronte et mon père s'embarquèrent ensemble pour un voyage qui regarde certains commerces où leurs intérêts sont mêlés. Je sais cela. Et que Léandre et moi, nous fûmes laissés par nos pères. Moi, sous la conduite de Sylvestre, et Léandre sous ta direction. Oui, je me suis fort bien acquittée de ma charge. Et quelque temps après, Léandre fit rencontre d'une jeune égyptienne dont il devint amoureux. Je sais cela encore. Et comme nous sommes grands amis, il me fit aussitôt confidence de son amour, et me mena voir cette fille, que je trouvais belle à la vérité,
en mais non pas tant qu'il voulait que je la trouvasse. Il ne m'entretenait que d'elle chaque jour, m'exagérait à tout moment sa beauté et sa grâce, me louait son esprit et me parlait avec transport des charmes de son entretien dont il me rapportait jusqu'aux moindres paroles qu'il s'efforçait toujours de me faire trouver les plus spirituelles du monde. Il me querellait quelquefois de n'être pas assez sensible aux choses qu'il me venait dire et me blâmait sans cesse de l'indifférence où j'étais pour les feux de l'amour. Je ne vois pas encore où ceci veut aller. Un jour que je l'accompagnais pour aller chez les gens qui gardent l'objet de ses vœux, nous entendîmes dans une petite maison d'une rue écartée quelques plaintes mêlées de beaucoup de sanglots. Nous demandons ce que c'est. Une femme nous dit en soupirant que nous pouvions voir là quelque chose de pitoyable en des personnes étrangères et qu'à moins que d'être insensibles, nous en serions touchés. Où est-ce que cela nous mène? La curiosité me fit presser les hanches de voir ce que c'était. Nous entrons dans une salle. Où nous voyons une vieille femme mourante assistée d'une servante qui faisait des regrets et d'une jeune fille toute fondante en larmes. La plus belle et la plus touchante qu'on puisse jamais voir. Une autre aurait paru effroyable en l'état où elle était, car elle n'avait pour habillement qu'une méchante petite jupe, avec des brassières de nuit qui étaient de simples futaines, et sa coiffure était une cornette jaune, retroussée au haut de sa tête, qui laissait tomber en désordre ses cheveux sur ses épaules. Et cependant, faite comme cela, elle brillait de mille attraits, et ce n'était qu'agrément et que charme que toute sa personne. Je sens venir les choses. Si tu l'avais vu, Scapin, en l'état que je dis, tu l'aurais trouvé admirable. Oh, je n'en doute point, et sans l'avoir vue, je vois bien qu'elle était tout à fait charmante. Ses larmes n'étaient point de ces larmes désagréables qui défigurent un visage. Elle avait à pleurer une grâce touchante, et sa douleur était la plus belle du monde. Je vois tout cela. Elle faisait fondre chacun en larmes en se jetant amoureusement sur le corps de cette mourante qu'elle appelait sa chère mère. Chère mère! Il n'y avait personne qui n'eût l'âme percée de voir un si bon naturel. En effet, cela est touchant, et je vois bien que ce bon naturel-là vous l'a fit aimer. Ah, Scapin, un barbare l'aurait aimé. Oh, assurément, le moyen de s'en empêcher. Après quelques paroles dont je tâchais d'adoucir la douleur de cette charmante affligée, nous sortîmes de là. Et demandant à Léandre ce qui lui semblait de cette personne, il me répondit froidement qu'il la trouvait assez jolie. Ah, je fus piqué de la froideur avec laquelle il m'en parlait, et je ne voulus point lui découvrir l'effet que ses beautés avaient fait sur mon âme. Si vous n'abrégez ce récit, nous en voilà encore jusqu'à demain. Laissez-le-moi finir en 2 mots. Son cœur prend feu dès ce moment. Il ne saurait plus vivre qu'il n'a consolé son aimable affligé. Ses fréquentes visites sont rejetées par la servante devenue gouvernante par le trépas de la mère. Voilà mon homme au désespoir. Il presse, supplie, conjure, point d'affaires. On lui dit que la fille, quoique sans bien et sans appui, est de famille honnête, et qu'à moins de l'épouser, on ne peut souffrir ses poursuites. Voilà son amour augmenté par les difficultés. Il consulte dans sa tête, agite, raisonne, balance, et prend sa résolution. Le voilà marié avec elle depuis 3 jours. J'entends. Ajoute à cela le retour imprévu du père qu'on n'attendait que dans 2 mois, la découverte que l'oncle a fait du secret de notre mariage et l'autre mariage qu'on veut faire de lui avec la fille que le seigneur Géronte a eu d'une seconde femme qu'on dit qu'il a épousée à Tarente. Et par-dessus tout cela, mais encore l'indigence où se trouve cette aimable personne et l'impuissance où je me vois d'avoir de quoi la secourir. Est-ce là tout? Vous voilà bien embarrassés tous deux pour une bagatelle.
Et c'est bien là de quoi se tant alarmer. N'as-tu point honte, toi, de demeurer court à si peu de choses? Mais que diable, te voilà grand et gros comme père et mère, et tu ne saurais trouver dans ta tête, forger dans ton esprit quelques ruses galantes, quelque ingénieux petit stratagème pour vous tirer d'inquiétude. Mais fille, peste soit du butor, j'aurais aimé, moi, que l'on m'eût donné autrefois nos vieillards à duper. Je les aurais joués tous deux par dessous la jambe, et je n'étais pas plus grand qu'eux. Cela, que je me signalais déjà par son tour d'adresse jolie. J'avoue que le ciel ne m'a pas donné tes talents et que je n'ai pas l'esprit comme toi d'aller me brouiller avec la justice. Ta-ta-tan. Voici mon aimable Hyacinthe. Octave! Est-il vrai ce que Sylvestre vient de dire à Nérine? Que votre père est de retour et qu'il veut vous marier? Oui, belle Hyacinthe. Et ces nouvelles m'ont donné une atteinte cruelle. Mais que vois-je? Vous pleurez? Mais pourquoi ces larmes? Me soupçonnez-vous, dites-moi, de quelque infidélité? Et n'êtes-vous pas assuré de l'amour que j'ai pour vous? Oui, Octave, je suis sûre que vous m'aimez. Mais je ne le suis pas, que vous m'aimiez toujours. Mais peut-on vous aimer qu'on ne vous aime toute sa vie? J'ai ouï dire, Octave, que votre sexe est moins longtemps que le nôtre. Et que les ardeurs que les hommes font voir sont des feux qui s'éteignent aussi facilement qu'ils naissent. Ah, ma chère Hyacinthe, mon cœur n'est donc pas fait comme celui des autres hommes. Et je sens bien pour moi que je vous aimerai jusqu'au tombeau. Boum. Je veux croire que vous sentez ce que vous dites. Et je ne doute point que vos paroles ne soient sincères. Mais je crains un pouvoir qui combattra dans votre cœur les tendres sentiments que vous pouvez avoir pour moi. Vous dépendez d'un père qui veut vous marier à une autre personne. Et je suis sûre que je mourrai si ce malheur m'arrive. Non, belle Hyacinthe, il n'y a point de père qui puisse me contraindre à vous manquer de foi. Et je me résoudrai à quitter mon pays. Et le jour même, s'il est besoin, plutôt qu'à vous quitter. J'ai déjà pris, sans l'avoir vu, une aversion effroyable pour celle que l'on me destine. Et sans être cruel, je souhaiterais que la mer l'écartât d'ici pour jamais. Ne pleurez donc point, je vous prie, mon aimable Hyacinthe, car vos larmes me tuent, et je ne les puis voir sans me sentir percer le cœur. Puisque vous le voulez. Je vais bien essuyer mes larmes et j'attendrai d'un œil constant ce qu'il plaira au ciel de résoudre de moi. Le ciel nous sera favorable. Il ne saurait m'être contraire si vous m'êtes fidèle. Oh, je le serai assurément. Je serai donc heureuse. Elle n'est pas tant sotte, ma foi, et je la trouve assez passable. Voici un homme qui pourrait bien, s'il le voulait, nous être dans tous nos besoins d'un secours merveilleux. Je fais de grands serments de ne m'aimer les plus du monde, mais si vous m'en priez bien fort tous deux, peut-être. Ah, s'il ne tient qu'à te prier bien fort pour obtenir ton aide, je te conjure de tout mon cœur de prendre la conduite de notre barque. Et vous, ne me dites-vous rien? Je vous conjure à son exemple, par tout ce qui vous est le plus cher au monde, de vouloir servir notre amour. Allez, il faut savoir se laisser vaincre et avoir de l'humanité. Allez, je veux bien m'employer pour vous. Crois que je te... Allez-vous-en, vous, et soyez en repos. Et quant à vous,
Préparez-vous à soutenir avec fermeté la mort de votre père. Je t'avoue que cet abord me fait trembler par avance. Et j'ai une timidité naturelle que je ne saurais vaincre. Mais il faut pourtant paraître ferme au premier choc, de peur que sur votre faiblesse, il ne prenne le pied de vous mener comme un enfant. Là, tâchez de vous composer par étude, un peu de hardiesse, et songez à répondre résolument sur tout ce qu'il pourra vous dire. Je ferai du mieux que je pourrai. Répétons un peu votre rôle et voyons si vous ferez bien. La mine résolue, la tête haute, les regards assurés. Comme cela. Encore un peu davantage. Ainsi. Bon. Imaginez-vous que je suis votre père qui arrive et répondez-moi fermement comme si c'était à lui-même. Comment? Pandare, vaurien, infâme, fils indigne d'un père comme moi, aussi bien paraître devant mes soins après tes bons déportements, après le lâche tour que tu m'as joué pendant mon absence. Est-ce là le fruit de mes soins, Marot? Est-ce là le fruit de mes soins? Le respect qui m'est dû? Le respect que tu me conserves? Mais allons donc! Tu as l'insolence, un fripon, de t'engager sans le consentement de ton père, de contracter un mariage clandestin? Réponds-moi, coquin, réponds-moi. Voyons un peu tes belles raisons. Mais, oh, que diable, vous demeurez interdit, là? C'est que je m'imagine que c'est mon père que j'entends. Eh bien, c'est pour cette raison qu'il ne faut pas être comme un innocent. Je m'en vais prendre plus de résolution et je répondrai fermement. Assurément. Assurément. Ah! Voilà votre père qui vient. Au ciel, je suis perdu. Oh là, Octave! Demeurez, Octave! Le voilà enfui. Quelle pauvre espèce d'homme! Bon, ne laissons pas d'attendre le vieillard. Que lui dirais-je? Laisse-moi faire, moi, il ne fait que me suivre. A-t-on jamais ouï parler d'une action pareille à celle-là? Il a déjà appris à faire et elle lui tient si fort en tête que tout seul il en parle haut. Voilà une témérité bien grande. Écoutons-le un peu. Et je voudrais bien savoir ce qu'ils me pourront dire sur ce beau mariage. Oh, nous y avons songé. Et tâcheront-ils de me nier la chose? Non, nous n'y pensons pas. Ou s'ils entreprendront de l'excuser? Oh, cela se pourra faire. Prétendront-ils m'amuser avec des contes en l'air? Peut-être. Tous leurs discours seront inutiles. Nous allons voir. Ils ne m'en donneront point à garder. Ne jurons de rien. Et je saurai mettre mon pandard de fils en lieu de sûreté. Nous y pourvoirons. Ah, et pour le coquin de Sylvestre, je les rouerai de coups. J'étais bien étonnée s'il m'oubliait. Ah, ah. Vous voilà donc, sage gouverneur de famille, beau directeur de jeunes gens. Ah, monsieur votre serviteur, que je suis ravie de vous voir de retour. Bonjour, Scapin. Vous avez suivi mes ordres vraiment d'une belle manière, et mon fils s'est comporté fort sagement pendant mon absence. Vous vous portez bien à ce que je vois. Assez bien. Qui ne dit mot, coquin? Qui ne dit mot? Votre voyage a-t-il été bon? Mon Dieu, fort bon. Tu me laisses un petit peu quereller en repos? Vous voulez quereller? Oui, je veux quereller. Et qui est monsieur? Ce marron-là! Et pourquoi? Tu n'as pas ouï parler de ce qui s'est passé pendant mon absence? J'ai ouï parler de quelques petites choses. Comment? Quelques petites choses? Une action de cette nature? Vous avez quelques raisons. Une hardiesse pareille à celle-là? Il est vrai. Un fils qui se marie sans le consentement de son père? Oui, il y a quelque chose à dire à cela.
Mais je serais d'avis que vous ne fissiez point de bruit. Et je ne suis pas de cet avis. Je veux faire du bruit, tout m'en saoule. Quoi? Tu ne trouves pas que j'ai tous les sujets du monde d'être en colère? Si fait, j'y ai d'abord été moi lorsque j'ai su la chose, et je me suis intéressée pour vous jusqu'à quereller votre fils. Demandez-lui un peu quelle belle réprimande je lui ai faite. Et comment je l'ai chapitré sur le peu de respect qu'il gardait un père dont il devait baiser les pas. On ne serait lui mieux parler quand ce serait vous-même. Mais quoi? Je me suis rendue à la raison, et j'ai considéré que, dans le fond, il n'avait pas tant de tort qu'on pourrait croire. Que me viens-tu conter? Il n'a pas tant de tort de s'être allé marier de but en blanc avec une inconnue. Mais que voulez-vous qu'il fît? Il a été poussé par sa destinée. Destinée. Voilà la raison la plus belle du monde. On n'a plus qu'à commettre tous les crimes imaginables. Tromper, voler, assassiner, et dire pour excuse qu'on y a été poussé par sa destinée. Destinée. Mon Dieu, monsieur, vous prenez mes paroles trop en philosophe. Je veux seulement dire qu'il s'est retrouvé fatalement engagé dans cette affaire. Et pourquoi s'y engageait-il? Oh, mais que vouliez-vous qu'il fît? Voulez-vous qu'il soit aussi sage que vous? Les jeunes gens sont jeunes et n'ont pas encore toute la prudence qu'il leur faudrait pour ne rien faire que de raisonnable. Témoin notre Léandre, qui malgré toutes mes leçons, malgré toutes mes remontrances, est allé faire de son côté bien pis que votre fils. Je voudrais bien savoir si vous-même n'avez pas été jeune et n'avez pas, dans votre temps, fait des fredaines comme les autres. J'ai ouï dire que vous aviez été un compagnon parmi les femmes, que vous jouiez de votre rôle parmi les plus galantes de ce temps-là, et que vous n'en approchiez aucune que vous ne poussiez à bout. Cela est vrai. J'en demeure d'accord. Mais je m'en suis toujours tenue à la galanterie et n'ai point été jusqu'à faire ce qu'il a fait. Ah, mais que voulez-vous qu'il fît? Il voit une jeune personne qui lui veut du bien, car il tient cela de vous, d'être aimé de toutes les femmes. Il la trouve charmante, lui rend des visites, soupire galamment, fait le passionné, lui conte des douceurs. Elle se rend à sa poursuite. Il pousse sa fortune, et le voilà surpris avec elle par ses parents, qui la forcent à la main et le contraignent de l'épouser. La déforme que voilà! Eussiez-vous voulu qu'il se fût laissé tuer? Il vaut mieux encore être marié qu'être mort. On ne m'a pas dit que l'affaire se soit ainsi passée. Demandez-lui plutôt, il ne vous dira pas le contraire. C'est par force qu'il a été marié? Oui, monsieur. Voudrais-je vous mentir? Il devait donc aller tout aussitôt faire protester de violence chez un notaire. C'est ce qu'il n'a pas voulu faire. Cela m'aurait donné plus de facilité à rompre ce mariage. Rompre le mariage? Oui. Vous ne le romprez point. Je ne le romprai point. Non. Quoi? Je n'aurai pas pour moi les droits de père et la raison de la violence qu'on a faite à mon fils. C'est une chose dont il ne demeurera pas d'accord. Il n'en demeurera pas d'accord. Non. Mon fils. Mais votre fils, voulez-vous qu'il confesse qu'il ait été capable de crainte et que ce soit par peur qu'on lui ait fait faire les choses? Il n'a garde d'avouer cela. Ce serait se faire du tort et se montrer indigne d'un père comme vous. Je me moque de cela. Il faut pour son honneur et pour le vôtre qu'il dise dans le monde que c'est de bon gré qu'il l'a épousée. Et je veux, moi, pour mon honneur et pour le sien, qu'il dise le contraire. Non, je suis sûre qu'il ne le fera pas. Je l'y forcerai bien. Il ne le fera pas, vous dites. Ah, il le fera. Oh, je le déshériterai. Vous? Moi. Bon. Comment? Bon. Oh, vous ne le déshériterez point. Je ne le déshériterai point. Non. 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 Oui. Voici qui est plaisant. Je ne déshériterai pas mon fils.
Non, vous dis-je. Et qui m'en empêchera? Vous-même. Mais oui, vous n'aurez pas ce cœur-là. Ah, je l'aurai. Vous vous moquez. Je ne me moque point. Monsieur, la tendresse paternelle fera son office. Elle ne fera rien. Oui, oui. Je vous dis que cela sera. Bagatelle. Il le vaut. Pour dire bagatelle. Mon Dieu, monsieur, je vous connais. Vous êtes bon naturellement. Ah, je ne suis point bon. Je suis méchant quand je veux. Et finissons ce discours qui m'échauffe la bile. Hey, va-t'en, Pandare. Va-t'en me chercher mon fripon. Pendant que j'irai chercher le seigneur Géronte pour lui conter ma disgrâce. Monsieur, si je puis vous être utile en quelque chose, hein. Je vous en remercie. Vous n'avez qu'à me commander. Et pourquoi faut-il qu'il soit fils unique? Et que n'ai-je à cette heure? Ma fille, que le ciel m'a ôtée, et pour en faire mon héritière. J'avoue que tu es un grand homme. Et voilà l'affaire en bon train. Mais l'argent, d'autre part, nous presse pour notre subsistance. Et il y a de tous côtés des gens qui aboient après nous. Oh, laisse-moi faire. La machine est trouvée. Je cherche seulement dans ma tête un homme qui nous soit affidé pour jouer un personnage dont j'ai besoin. Attends. Tiens-toi un peu. Enfonce ton bonnet en méchant garçon. Tombe-toi sur un pied. Mets la main au côté. Fais les yeux furibonds. Et marche un peu en roi de théâtre. Me voilà qui est bien. Oh, suis-moi. J'ai des secrets pour déguiser ton visage et ta voix. Je te conjure du monde de ne m'aller point brouiller avec la justice. Oh, va. Nous partagerons les périls en frères. Et puis, 3 ans de galère de plus ou de moins ne sont pas pour arrêter un noble cœur. Oui, sans doute, par le temps qu'il fait, nous aurons ici nos gens aujourd'hui. Et un matelot qui vient de Tarente m'a assuré qu'il avait vu notre homme qui était prêt de s'embarquer, mais l'arrivée de ma fille trouvera les choses mal disposées à ce que nous nous proposions, et ce que vous venez de m'apprendre de votre fils rompt étrangement les mesures que nous avions prises ensemble. Je vous réponds de renverser tout cet obstacle, et j'y travaille de ce pas. Ma foi, Seigneur Argante, voulez-vous que je vous dise? L'éducation des enfants est une chose à quoi il faut s'attacher fortement. Sans doute. À quel propos cela? À propos de ce que les mauvais déportements des jeunes gens viennent le plus souvent de la mauvaise éducation que leur père leur donne. Cela arrive parfois. Mais que voulez-vous dire par là? Ce que je veux dire par là, Oui. que si vous aviez en brave père bien originer votre fils, il ne vous aurait pas joué le tour qu'il vous a fait. Fort bien. De sorte donc que vous avez m'originer le vôtre. Oh, sans doute, et je serais bien fâché qu'il ne lui ait rien fait approchant de cela. Et si ce fils, que vous avez un brave père si bien m'originer, avait fait pis encore que le mien, hein? Comment? Comment? Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, Seigneur Géronte, qu'il ne faut pas être si prompt à condamner la conduite des autres, et que ceux qui veulent gloser doivent bien regarder chez eux s'il n'y a rien qui cloche. Je n'entends point cette énigme. On vous l'expliquera. Est-ce que vous auriez ouï dire quelque chose de mon fils? Cela se peut faire. Et quoi encore? Votre scapin dans mon dépile m'a dit la chose qu'en gros, et vous pourrez, de lui ou de quelque autre, être instruit du détail. Pour moi, je vais vite consulter des avocats pour aviser des billets que j'ai à prendre pour le faire casser.
Jusqu'au revoir. Que pourrait s'être que cette affaire-ci? Pis encore que le sien. Pour moi, je ne vois pas ce que l'on peut faire de pire. Et je trouve que se marier sans le consentement de son père est une action qui passe tout ce qu'on peut s'imaginer. Ah! Vous voilà. Mon père, que j'ai de joie de vous voir de retour. Doucement. Souffrez, Parlez un peu. souffrez que je vous embrasse. Doucement, vous dis-je. Nous avons quelque chose à démêler ensemble. Et quoi? Tenez-vous que je vous vois en face. Comment? Regardez-moi entre deux yeux. Eh bien, Qu'est-ce donc qui s'est passé ici? ce qui s'est passé. Oui, qu'avez-vous fait pendant mon absence? Que voulez-vous, mon père, que j'ai fait? Ce n'est pas moi qui veux que vous ayez fait, mais qui demande ce que c'est que vous avez fait. Moi, je n'ai fait aucune chose dont vous ayez lieu de vous plaindre. Aucune chose. Non. Vous êtes bien résolu. Ah ben c'est que je suis sûre de mon innocence. Scapin pourtant a dit de vos nouvelles. Scapin, Ce mot vous fait rougir. il vous a dit quelque chose de moi? Ce lieu n'est pas tout à fait propre à vider cette affaire, et nous allons l'examiner ailleurs. Qu'on se rende au logis, j'y vais retourner tout à l'heure. Ah, traite! S'il faut que tu me déshonores, je te renonce pour mon fils, et tu peux bien, pour jamais, te résoudre à fuir de ma présence. Me trahir de cette manière? Un coquin qui doit, par sans raison, être le premier à cacher les choses que je lui confie, et le premier à les aller découvrir à mon père. Oh, je jure le ciel que cette trahison ne demeurera pas impunie. Mon cher Scapin, que ne dois-je point à tes soins, que tu es un homme admirable et que le ciel m'est favorable de t'envoyer à mon secours. Ah ah, vous voilà. Je suis ravi de vous voir, monsieur le coquin. Monsieur votre serviteur. C'est trop d'honneur que vous me faites. Vous faites le méchant plaisant. Je vous apprendrai. Monsieur. Ah, Léandre, Non, Octave, ne me retenez point, je vous prie. mais de grâce. Laissez-moi contenter mon ressentiment. Au nom de l'amitié, Léandre, ne le maltraitez point. Non, Octave. Je veux qu'il me confesse lui-même tout à l'heure la perfidie qu'il m'a faite. Oui, coquin, je sais le trait que tu m'as joué. On vient de me l'apprendre. Et tu ne croyais pas, peut-être, que l'on me dût révéler ce secret? Mais je veux en avoir la confession de ta propre bouche, où je te passerai cette ép... Cette ép... Cette ép... ép... Cette ép... Cette ép... Cette ép... Cette ép... Cette ép... Cette ép... Oh... Cette ép... Au travers du corps. Monsieur, auriez-vous bien ce cœur-là? Parle donc. Monsieur, je vous ai fait quelque chose. Oui, coquin. Et ta conscience ne te dit trop ce que c'est. Mais je vous assure que je l'ignore. Tu l'ignores? Léandre, Eh bien, puisque vous le voulez,
je vous confesse que j'ai bu avec mes amis ce petit carton de vin d'Espagne dont on vous fit présent il y a quelques jours. Et que c'est moi qui fis une fente au tonneau et répandis de l'eau tout autour pour faire croire que le vin s'était échappé. C'est toi, Pandare, qui a bu mon vin d'Espagne et qui a été cause que j'ai tant querellé la servante croyant que c'était elle qui m'avait fait le tour. Oui, monsieur, et je vous en demande pardon. Je suis bien aise d'apprendre cela. Mais ce n'est pas cela que je demande. Ce n'est pas cela, monsieur. Non, c'est une autre affaire qui me touche bien plus encore. Et je veux que tu me la dises. Monsieur, je ne me souviens pas d'avoir fait autre chose. Tu ne veux pas parler? Tout doux. Eh bien, monsieur, il est vrai qu'il y a 3 semaines de cela, vous m'envoyâtes porter une petite montre, le soir, chez la petite égyptienne que vous aimez. Oh, je revins au logis, les habits tout couverts de boue et le visage plein de sang. Et vous dit que j'avais rencontré des voleurs qui m'avaient bien battu et qui m'avaient dérobé la montre. C'était moi, monsieur, qui l'avais retenu. C'est toi qui as retenu ma montre. Oui, monsieur, afin de voir quelle heure il est. Ah ah, j'apprends ici de jolies choses. Et j'ai un serviteur fort fidèle, vraiment. Mais ce n'est pas encore cela que je demande. Ce n'est pas cela. Non, infâme. C'est autre chose encore que je veux que tu me confesses. Peste. Parle vite, j'ai hâte. Monsieur, voilà tout ce que j'ai fait. Voilà tout. Oui, monsieur. Vous vous souvenez de ce loup-garou il y a 6 mois qui vous donna tant de coups de bâton la nuit et vous pensez faire rompre le cou dans une cave où vous tombâtes en fuyant? Eh bien, C'était moi, monsieur, qui faisais le loup-garou. c'est toi, traître, qui faisait le loup-garou. Oui, monsieur, seulement pour vous faire peur et pour vous ôter l'envie de nous faire courir toutes les nuits comme vous en aviez coutume. Je saurai me souvenir en temps et lieu de tout ce que je viens d'apprendre. Mais je veux en venir au fait et que tu me confesses ce que tu as dit à mon père. À votre père? Oui, fripon, à mon père. Mais je ne l'ai pas seulement vu depuis son retour. Tu ne l'as pas vu? Ah non! Assurément. Mais assurément, c'est quelque chose que je vais vous faire dire par lui-même. C'est de sa bouche que je le tiens pourtant. Ah bah monsieur, avec votre permission, il n'a pas dit la vérité. Monsieur, je vous apporte une nouvelle qui est fâcheuse pour votre amour. Comment? Vos Égyptiens sont sur le point de vous enlever Zerbinette. Et elle-même, les larmes aux yeux, m'a chargé de venir promptement vous dire que si, dans 2 heures, vous ne songez à leur porter l'argent qu'ils vous ont demandé pour elle, vous l'allez perdre à jamais. Dans 2 heures? Dans 2 heures. Ah! Mon pauvre Scapin! J'implore ton secours! Mon pauvre Scapin! Je suis mon pauvre Scapin! À cette heure qu'on a besoin de moi. Va! Je te pardonne tout ce que tu viens de me dire. Et puis encore si tu me l'as fait. Oh non, non, ne me pardonnez rien. Passez-moi votre travers du corps. Je serais ravie que vous me tuiez. Non! Je te conjure plutôt de me donner la vie en servant mon amour. Ah, point. Vous feriez mieux de me tuer. Mais tu m'es trop précieux. Et je te prie d'employer pour moi ce
génie admirable qui vient à vous de toutes choses. Non, tuez-moi, vous dis-je. Ah, de grâce! Ne songe plus à tout cela et pense à me donner le secours que je te demande. Un Scapin, il faut faire quelque chose pour lui. Le moyen? Après une avanie de la sorte? Je te conjure d'oublier mon emportement et de me prêter ton adresse. Je joins mes prières aux siennes. J'ai cette insulte-là sur le cœur. Il faut quitter tout ressentiment. Voudrais-tu m'abandonner, Scapin, dans cette cruelle extrémité où se voit mon amour? Me venir père, à l'improviste, un affront comme celui-ci. J'ai tort, je le confesse. Me traiter de pandard, de vaurien, d'infâme. J'en ai tous les regrets du monde. Voir passer son épée au travers du corps. Je t'en demande pardon de tout mon cœur. Et s'il me tient qu'à me jeter à tes genoux, tu m'y vois, Scapin, pour te conjurer encore une fois de ne me te... de ne me te... de me... de ne... de me... de me... de me... de ne me te abandonner. Oh, ma foi, Scapin. Il se faut rendre à cela. Allez, levez-vous. Une prochaine fois, ne soyez pas si prompt. Me promets-tu de travailler pour moi? On y songera. Mais tu sais que... Le temps presse. Ne vous mettez pas en peine. Combien est-ce qu'il vous faut? 500 écus. Akaching. Et à vous? 200 pistoles. Akaching. Bon. Je veux tirer cet argent de vos pères. Pour ce qui est du vôtre, la machine est déjà toute trouvée. Et quant au vôtre, bien qu'avare au dernier degré, il y faudra moins de façons encore, car vous savez que de l'esprit n'en a pas, et grâce à Dieu. De grandes provisions. Je le livre pour une espèce d'homme à qui l'on fera toujours croire tout ce que l'on veut. Et cela ne vous offense point. Il ne tombe entre lui et vous aucun soupçon de ressemblance. Et vous savez assez l'opinion de tout le monde qui veut qu'il ne soit votre père que pour la forme. Tout beau, Scapin. Ah bon, fais scrupule de cela. Mais vous moquez-vous? Mais j'aperçois venir le père d'Octave. Commençons par lui puisqu'il se présente. Allez-vous-en tous deux. Et vous, avertissez votre Sylvestre de venir vite jouer son rôle. Le voilà qui rumine. Avoir si peu de conduite et de considération, ça les jeter dans un engagement comme celui-ci. Jeunesse impertinente. Monsieur votre serviteur, Bonjour, Scapin. vous rêvez à l'affaire de votre fils? Je t'avoue que cela me donne un furieux chagrin. Monsieur, la vie est mêlée de traverses et il est bon de s'y tenir sans cesse préparé. Et j'ai ouï dire il y a longtemps une parole d'un ancien que j'ai toujours retenu. Quoi? Que pour peu qu'un père de famille ait été absent de chez lui,
Il doit promener son esprit sur tous les fâcheux accidents que son retour peut rencontrer. Se figurer sa maison brûlée, son argent dérobé, sa femme morte, son fils estropié, sa fille subornée, et ce qu'il trouve qui ne lui est point arrivé, elle l'imputait à bonne fortune. Pour moi, j'ai pratiqué toujours cette leçon dans ma petite philosophie, et je ne suis jamais revenu au logis que je ne me sois tenu prêt à la colère de mes maîtres, aux réprimandes, aux injures, aux coups de pied au cul, aux bastonnades, aux étrivières. Et ce qui a manqué à m'arriver, j'en ai rendu grâce à mon bon destin. Voilà qui est bien. Mais ce mariage impertinent qui trouble celui que nous voulons faire est une chose dont je ne puis souffrir. Et je viens de consulter des avocats pour le faire casser. Ma foi, monsieur, si vous m'en croyez, vous tâcherez par quelque autre voie d'accommoder l'affaire. Vous savez ce que c'est que les procès en ce pays-ci, et vous allez vous enfoncer dans des tranches d'épines. Tu as raison, je le vois bien. Mais quelles autres voies? Oh, je pense que j'en ai trouvé une. La compassion que m'a donnée tantôt votre chagrin m'a obligée à chercher dans ma tête quelques moyens pour vous tirer d'inquiétude. Car je ne saurais voir d'honnêtes pères chagrinés par leurs enfants que cela ne m'émeuve. Et, de tout temps, je me suis sentie pour votre personne une inclination particulière. Je te suis obligée. J'ai donc été trouver le frère de cette fille qui a été épousée. C'est l'un de ces braves de profession, de ces gens qui sont tout coups d'épée, qui ne parlent que d'échiner et ne font non plus de conscience de tuer un homme que d'avaler un verre de vin. Enfin, je l'ai mis sur ce mariage, lui ai fait voir quelle facilité offrait la raison pour le faire casser, vos prérogatives du nom de père et l'appui que vous donnerez auprès de la justice. Et votre droit et votre argent et vos amis. Enfin, je l'ai tant tourné de tous les côtés qu'il a fini par prêter l'oreille aux propositions que je lui ai faites d'ajuster l'affaire pour quelques sommes. Et il donnera son consentement à faire rompre le mariage pourvu que vous lui donniez de l'argent. Et qu'a-t-il demandé? Oh, d'avoir des choses par-dessus les maisons. Et quoi? Oh, des choses extravagantes. Mais encore? Il ne parlait pas moins de 500 ou 600 pistoles. Akaching. 5 ou 600 fièvres cartaines qui le puissent serrer. Mais se moque-t-il des gens? Ah, mais c'est ce que je lui ai dit. J'ai rejeté bien loin de pareilles propositions et lui ai bien fait voir que vous n'étiez point une dupe pour vous demander des 5 ou 600 pistoles. Akaching. Enfin, après plusieurs débats, voici où s'est réduit le résultat de notre conférence. Nous voilà au temps, m'a-t-il dit, que je dois partir pour l'armée. Je suis apprêt à m'équiper, et le besoin que j'ai de quelque argent m'a fait consentir, malgré moi, à ce que l'on me propose. Il me faut un cheval de service, et je n'en saurais avoir un qui soit tant soit peu raisonnable, à moins de 60 pistoles. Akaching. Eh bien, pour 60 pistoles, Akaching. je les donne. Il me faut aussi un harnais et des pistolets, qui coûteront bien 20 pistoles. Akaching. 20 pistoles. Akaching. Et 60. Akaching. Ce serait 80. Akaching. Justement, C'est beaucoup. Mais soit. Je consens à cela. il me faut aussi un cheval pour mon valet qui coûtera bien 30 pistoles encore. Akaching. Ah, comment? Et diantre. Et qu'il se promène, il n'aura rien du tout. Monsieur, Non, c'est un impertinent. voulez-vous que son valet aille à pied? Mais qu'il aille comme il lui plaira. Et le maître aussi. Mais... Oh, ma foi, monsieur, ne vous arrêtez point un peu de choses, n'allez point plaider, je vous prie, et donnez tout pour vous sauver des mains de la justice. Eh bien, je me résous à donner encore ces 30 pistoles. Akaching. Et il me faut aussi un mulet, m'a-t-il dit. C'en est trop, qu'il aille au diable avec son mulet, et nous irons devant les juges. De grâce, monsieur. Mais non, je n'en ferai rien. Un tout petit mulet. Ah, je ne lui donnerai seulement pas un âne. Oh, mais faites réflexion. Non, j'aime mieux plaider. Mais monsieur, mais à quoi vous résolvez-vous?
Jetez les yeux sur les détours de la justice. Et voyez combien d'appels et de degrés de juridiction, combien de procédures embarrassantes et combien d'animaux ravissants par les griffes desquels il vous faudra passer. Oh, sergent, procureur, avocat, greffier, substitut, rapporteur, juge et leur clerc. Il n'y a pas un de tous ces gens-là qui, pour la moindre chose, ne soit capable de donner un soufflet au meilleur droit du monde. Un sergent baillera de vos exploits sur quoi vous serez condamné sans même que vous le sachiez. Votre procureur s'entendra avec votre parti et vous vendra à beau dernier comptant. Votre avocat, gagné de même, ne se trouvera point là lorsqu'on plaidera votre cause et dira des raisons qui ne feront que battre la campagne et n'iront point au fait. Le greffier délivrera par contumace sentence et arrêt contre vous. Le clerc du rapporteur soustraira des pièces où le rapporteur même ne dira pas ce qu'il a vu. Et quand, par les plus grandes des précautions, vous aurez paré tout cela, vous serez ébahis de savoir que vos juges auront été sollicités contre vous, ou par des gens dévots, ou par des femmes qu'ils aimeront. Ah, monsieur, si vous le pouvez, sauvez-vous de cet enfer-là. C'est être damné dès ce monde que d'avoir à plaider. Et la seule pensée d'un procès serait me faire fuir jusqu'aux Indes. Et à combien est-ce qu'il fait monter le mulet? Monsieur, pour le mulet, pour son cheval et celui de son homme, pour le mulet et les pistolets, et pour payer quelques petites choses qu'il doit à son hôtesse, il demande en tout 200 pistoles. Catching. 200 pistoles. Catching. Oui. Scapin, fais-moi connaître un peu cet argant qui est père d'Octave. Pourquoi, monsieur? Je viens d'apprendre qu'il veut me mettre en procès et faire rompre par là justice. Le mariage de ma sœur. Oh, monsieur, je ne sais pas s'il a cette pensée, mais il ne veut pas consentir aux 200 pistoles que vous voulez. Il dit que c'est trop. Par la mort, par la tête, par le ventre. Si je le trouve, je le veux échiner du siège des trous et tout vif. Monsieur, les violences en ce pays-ci ne sont guère souffertes. Je me moque de tout et je n'ai rien à perdre. Écoutez, il se tiendra sur ses gardes. Et vous savez qu'il a des parents, des amis et des domestiques dont il se fera un secours contre votre ressentiment. C'est ce que je demande, morbleu. C'est ce que je demande. Tête, ventre. Que ne le trouvais-je à cette heure avec tout son secours? Que ne paraît-il à mes yeux au milieu de 30 personnes? Que ne les vois-je fondre sur moi, les armes à la main? Comment, Marot, vous avez la hardiesse de vous attaquer à moi? Allons, morbleu, tue! Point de quartier! Donnons ferme! Cochon! Bon pied! Bon oeil! Ah, coquin! Ah, canaille! Vous en voulez par là? Je vous en ferai tâter tout votre sou! Soutenez, Marot! Soutenez! Allons, à cette botte! À cette autre! À celle-ci! À celle-là!
Comment? Vous reculez? De ferme, bleu! Monsieur, nous n'en sommes pas. Voilà qui vous apprendra à vous oser jouer à moi. Eh bien, Vous voyez combien de personnes tuées pour 200 pistoles? Catching. Oh, sus! Je vous souhaite une bonne fortune. Scapin! Qu'est-il? Je me résous à donner les 200 pistoles. Catching. Ah, monsieur, j'en suis ravie pour l'amour de vous. Allons le trouver. Je les ai sur moi. Oh non, non. Non, vous n'avez qu'à me les donner. Vous savez, il ne faut pas pour votre honneur que vous paraissiez là, après avoir passé ici pour autre que ce que vous êtes. Et de plus, je craindrais qu'en vous faisant connaître, il n'allât s'aviser de vous demander davantage. Oui, mais j'aurais été bien aise de voir comme je donne mon argent. Catching. Est-ce que vous vous défiez de moi? Non pas, mais... Non mais parbleu, monsieur! Ou je suis fourbe, ou je suis honnête homme. C'est l'un des deux. Est-ce que je voudrais vous tromper et que dans cette affaire, j'ai d'autre intérêt que le vôtre et celui de mon maître à qui vous voulez vous allier? Écoutez, monsieur, non, non, si je vous suis suspect, je ne me mêle plus de rien et vous n'avez qu'à, dès cette heure, chercher quelqu'un d'autre qui accommodera vos affaires. Tiens donc! Non! Mon Dieu! Et tiens! Non, ne me confiez pas votre argent. Je serais ravie que vous trouviez quelqu'un d'autre. Tiens, te dis-je! Ne te fais point contester davantage! Non, ne me fiez pas à moi. Qui sait, peut-être que je voudrais vous arracher votre argent. Mon Dieu, tiens! Mais... Tâche à prendre tes sûretés quand tu es avec lui. Allez, laissez-moi faire. Il n'a pas à faire un saut. Je vais t'attendre chez moi. Eh ben, il ne me manque plus qu'à trouver l'autre. Ah, ma foi, le voilà. Il semble que le ciel, l'un après l'autre, les emmène dans mes filets. Ô ciel! Ô disgrâce imprévue! Ô misérable père, pauvre Géronte, que feras-tu? Oh! Que dit-il là de moi avec ce visage affligé? N'y a-t-il personne qui puisse me dire où est le Seigneur Géronte? Qu'y a-t-il, Scapin? Où pourrais-je le trouver pour lui dire cette infortune? Qu'est-ce que c'est donc? Enfin! Je cours de tous les côtés pour le pouvoir trouver. Me voici. Il faut qu'il soit caché en quelque endroit qu'on ne le puisse point deviner. Oh là, es-tu aveugle que tu ne me vois pas? Monsieur, il n'y a donc point moyen de vous rencontrer. Il y a 1 heure que je suis devant toi. Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a? Oh, monsieur! Quoi? Monsieur, votre fils Eh bien, mon fils. est tombé dans une disgrâce la plus étrange du monde. Et quelle? Je l'ai trouvé tantôt tout triste de je ne sais quoi que vous lui avez dit. Vous m'avez mêlé assez mal à propos. Et cherchant à divertir cette tristesse, nous nous sommes allés promener sur le port. Là, entre autres plusieurs choses, nous avons arrêté nos yeux sur une galère turque assez bien équipée. Un jeune turc de bonne mine nous invita d'y entrer
Il nous proposa la main. Alors, nous y avons passé. Il nous a fait 1000 civilités. Nous a donné la collation où nous avons mangé les fruits les plus excellents qui se puissent voir et bu du vin que nous avons trouvé le meilleur du monde. Qu'y a-t-il de si affligeant à tout cela? Attendez, monsieur, nous y voici. Pendant que nous mangions, il a fait mettre la galère en mer. Et se voyant éloigné du port, il m'a fait mettre dans un esquif. Et m'envoie vous dire que si vous lui envoyez par mois tout à l'heure 500 écus, il va vous emmener votre fils en Alger. Comment? Diantre! 500 écus! Akatching! Oui, monsieur. Et de plus, il ne m'a donné pour cela que 2 heures. Ah! Le bandard de Turc m'assassinait de la façon! C'est à vous, monsieur, d'aviser promptement au moyen de sauver des frères, un fils que vous aimez avec tant de tendresse. Mais que diable allait-il faire à cette galère? Oh, mais il ne songeait pas à ce qui lui est arrivé. Va-t'en, Scapin. Va-t'en dire à ce Turc que je vais envoyer la justice. Tataton. Après lui. La justice. Tataton. En pleine mer, vous moquez-vous des gens. Mais que diable allait-il faire à cette galère? Oh, il ne songeait pas à ce qu'il faisait. De grâce, monsieur, il ne m'a donné que 2 heures. Il faut, Scapin. Il faut que tu fasses ici l'action d'un serviteur fidèle. Quoi, monsieur? Que tu ailles dire à ce Turc qu'il me renvoie mon fils et que tu te mets à sa place jusqu'à ce que j'ai amassé la somme qu'il demande. Mais, monsieur, songez-vous à ce que vous dites? Et vous figurez-vous que ce Turc ait si peu de sens que d'aller recevoir un misérable comme moi à la place de votre fils? Mais que diable allait-il faire à cette galère? Une méchante destinée conduit quelquefois les personnes. Tu dis qu'il demande 500 écus. 500 écus! Akatching. Mais n'a-t-il point de conscience? Vraiment, oui, de la conscience à un Turc. Sait-il bien ce que c'est que 500 écus? Mais oui, monsieur. Oh, il sait que c'est 1500 livres. Akatching. Croit-il, le traître, que 1500 livres se trouvent dans le pas d'un cheval? Ce sont des gens qui n'entendent point de raison. Mais que diable allait-il faire à cette galère? Oh, il est vrai, mais quoi? On ne devinait pas les choses. Oh, de grâce, monsieur, dépêchez. Tiens. Voilà la clé de mon armoire. Bon, Tu l'ouvriras. oui, Tu trouveras une grosse clé qui est du côté gauche et qui est celle de mon grenier. oui. Tu iras prendre toutes ces hardes qui sont dans cette grande manne et tu les vendras au fripier pour aller racheter mon fils. Monsieur, rêvez-vous? Je n'aurai pas 100 francs de tout ce que vous me dites. Et de plus, vous savez, le peu de temps que l'on m'a donné. Mais que diable allait-il faire à cette galère? Ah, que de paroles perdues! Laissez-la cette galère et songez que le temps presse et que vous courez risque de perdre votre fils. Hélas, mon pauvre maître, peut-être que je ne te reverrai de ma vie et qu'à l'heure que je parle, on t'emmène esclave en Alger. Mais le ciel me sera témoin que j'ai fait pour toi tout ce que j'ai pu. Et que si tu manques à être racheté, il ne faut t'en accuser que le peu d'amitié d'enfer. Attends, Scapin. Je m'en vais acquérir cette somme. Dépêchez, monsieur, je tremble que l'heure sonne. N'est-ce pas 400 écus que tu dis? Non, monsieur, 500 écus. Akatching. 500 écus! Akatching. Oui. Mais que diable allait-il faire à cette galère? Vous
vous avez raison, mais hâtez-vous! Mais n'y avait-il point d'autres promenades? Ah, il est vrai, mais faites promptement! Ah, maudite galère! Ah, cette galère lui tient à cœur! Tiens, Scapin! Je ne me souvenais pas que je viens justement de recevoir cette somme en or. Et je ne croyais pas qu'elle dût m'être aussitôt ravie. Oh, Va-t'en! Va-t'en, racheter mon fils. Oui, monsieur. Mais tu dis à ce Turc que c'est un scélérat, Oui, un infâme, oui, qu'il me tire 500 écus contre toutes sortes de droits, oui, que c'est un sans-foi, oui. un voleur, Laissez-en faire. que je ne les lui donne ni à la mort ni à la vie, Pardon. et que si jamais je l'attrape, je saurai me manger de lui. Oui. Va-t'en, Scapin. Va-t'en racheter mon fils. Oh là, monsieur! Quoi? Où est donc cet argent? Ne te l'ai-je point donné? Ah non, vraiment non, vous l'avez remis dans votre poche. C'est la douleur qui me trouble l'esprit. Oh, je le vois bien. Que diable allait-il faire à cette galère? Oh, maudite galère! Traître de Turc à tous les diables! Il ne peut digérer les 500 écus que je lui arrache. Mais il n'est pas quitte envers moi et je veux qu'il me paie en une autre monnaie l'imposture qu'il m'a faite auprès de son fils. Eh bien, Scapin, as-tu réussi pour moi dans ton entreprise? As-tu fait quelque chose pour tirer mon amour de la peine où il se trouve? Tenez, voici 200 pistoles que j'ai tirées de votre père. Oh, que tu me donnes de joie! Pour vous, je n'ai rien pu faire. Il faut donc que j'aille mourir. Et je n'ai que faire de vie chez Zerbinette, mais ôtez. Mais oh là, comment diantre vous allez vite! Mais que veux-tu que je devienne? Oh, laissez. J'ai votre affaire ici. Que tu me redonnes de la vie. Mais à condition que vous me permettiez une petite vengeance contre votre père pour le tour qu'il m'a joué. Tout ce que tu voudras. Vous me le promettez, devant témoin. Oui. Bon. Voilà vos 500 écus. Allons-en. Promptement racheter celle que j'adore. Oui, nous avons arrêté entre eux que vous fussiez ensemble et nous nous acquittons de l'ordre qu'ils nous ont donné. Un tel ordre n'a rien qui me soit fort agréable, et je reçois avec joie une compagne de la sorte. Il ne tiendra pas à moi que l'amitié qui est entre les personnes que nous aimons ne se répande entre nous deux. J'accepte la proposition et je ne suis point personne à refuser lorsqu'on m'attaque d'amitié. Et lorsque c'est d'amour qu'on vous attaque? Pour l'amour, c'est une autre chose. On y court un peu plus de risques et on ne m'y voit pas si hardi. Oh, vous l'êtes que je crois contre mon maître maintenant, et ce qu'il vient de faire pour vous doit vous donner du cœur pour répondre comme il le faut à sa passion. Je ne m'y fie encore que de la bonne sorte, et ce n'est point assez pour m'assurer entièrement que ce qu'il vient de faire. J'ai l'humeur enjouée et sans cesse. Je ris, mais tout en riant, je reste sérieuse sur de certains chapitres. Et ton maître s'abusera s'il croit qu'il lui suffise de m'avoir acheté pour me voir tout à lui. Il doit lui en coûter une autre chose que de l'argent, et pour répondre à son amour de la manière qu'il souhaite, il me faut un don de sa foi qui soit assaisonné de certaines cérémonies qu'on juge nécessaires.
C'est là aussi comme il l'entend. Il ne prétend à vous qu'en tout bien et en tout honneur. Et je n'aurais pas été homme à me mêler de cette affaire s'il avait une autre pensée. C'est ce que je veux croire, puisque vous me le dites. Mais du côté du père, j'y prévois des empêchements. Oh, nous trouverons un moyen d'accommoder les choses. La ressemblance de nos destins doit contribuer encore à faire naître notre amitié. Et nous nous voyons toutes deux dans les mêmes alarmes, toutes deux exposées à la même infortune. Vous avez cette chance, au moins que vous savez de qui vous êtes né, et que l'appui de vos parents que vous pouvez faire connaître est capable d'ajuster tout, peut assurer votre bonheur et donner un consentement au mariage qu'on vous trouve fait. Mais pour moi, je ne trouve aucun secours dans ce que je puis être, et on me voit dans un état qui n'adoucira pas les volontés d'un père qui ne regarde que le bien. Mais au moins avez-vous cet avantage, que l'on ne tente point par un autre parti celui que vous aimez. Le changement de cœur d'un amant n'est pas ce que l'on peut le plus craindre. On se peut naturellement croire assez de mérite pour garder sa conquête. Et ce que je vois de plus redoutable dans ces sortes d'affaires, c'est la puissance paternelle auprès de qui tout le mérite ne sert de rien. Hélas! Pourquoi faut-il que de si justes inclinations se trouvent traversées? La douce chose que d'aimer, lorsque l'on ne voit point d'obstacle à ces aimables chaînes dont deux cœurs se lient ensemble. Vous vous moquez? Le calme en amour n'est pas un vrai calme. Mon Dieu, Scapin, fais-nous un peu ce qui m'a dit qui est si plaisant du stratagème dont tu t'es servi pour rattraper ta due. Tu sais qu'on ne perd point son temps lorsqu'on me fait un compte et que je le paie assez bien par la joie qu'on m'y voit prendre. Ah, voici Sylvestre qui s'en acquittera aussi bien que moi. J'ai dans la tête certaines petites vengeances dont je dois goûter les plaisirs. Oh, pourquoi de gaieté de cœur veux-tu chercher à te tirer de méchantes affaires? Je me plais à tenter des entreprises hasardeuses. Je te l'ai déjà dit. Tu quitterais le dessein que tu as si tu m'en voulais croire. Oui, mais c'est à moi que j'en croirais. À quoi diable te vas-tu amuser? Oh, et de quoi diable te mets-tu en peine? C'est que je vois que sans nécessité, tu vas courir risque de t'attirer une venue de coups de bâton. Eh bien, c'est au dépend de mon dos et non pas du tien. Il est vrai que tu es maître de tes épaules et tu en disposeras comme il te plaira. Ah, ces sortes de périls ne m'ont jamais arrêté. Et je hais ces cœurs pusillanimés qui, pour trop vouloir prévoir la suite des choses et les risques, n'osent rien entreprendre. Nous aurons besoin de tes soins. Allez, je vous irai bientôt rejoindre. Ah, il ne sera pas dit qu'impunément, on m'ait mis en état de me trahir moi-même et de découvrir des secrets qu'il était bon qu'on ne sût pas. Eh bien, Scapin, comment va l'affaire de mon fils? Votre fils est hors d'affaire. Mais vous courez à présent le risque le plus étrange du monde. Comment donc? Alors que je vous parle, on vous cherche de toutes parts pour vous tuer. Moi, mais oui, et qui? Mais le frère de cette personne qu'Octave a épousé. Il croit que le dessein que vous avez de faire mettre votre fille à la place que tient sa sœur est ce qui pousse le plus fort à faire rompre leur mariage. Et dans cette pensée, il a résolu hautement à décharger son désespoir sur vous, car vous ôtez la vie pour venger son honneur. Tous ses amis, des gens d'épée comme lui, vous cherchent de tous les côtés et demandent de vos nouvelles. Et j'ai vu même de ça et de là des soldats de sa compagnie qui interrogent tout ce qu'ils trouvent et qui occupent par peloton toutes les avenues de votre maison. Oui, de sorte que vous ne sauriez aller chez vous. Vous ne sauriez faire un pas ni à droite ni à gauche sans que vous ne tombiez dans leurs mains. Que ferais-je, mon pauvre Scapin? Mais je ne sais pas, monsieur. Voilà une étrange affaire.
Je tremble pour vous depuis les pieds. Jusqu'à la tête. Attendez. Non, ce n'est rien. Ne saurais-tu trouver quelques moyens pour me tirer de peine? J'en imagine bien un. Mais je courrais risque, moi, de me faire assommer. Scapin, montre-toi serviteur zélé, ne m'abandonne pas, je te prie. Je le veux bien. J'ai une tendresse pour vous qui ne saurait souffrir que je vous laisse sans secours. Tu en seras récompensé, je t'assure, et je te promets, cet habit-ci, quand je l'aurai un peu usé. Attendez. Voici une affaire que je me suis trouvée fort à propos pour vous sauver. Il faut que vous vous mettiez dans ce sac et que... Non, ce n'est personne. Il faut, vous dis-je, que vous vous mettiez là-dedans et que vous gardiez de remuer en aucune façon. Puis, je vous chargerai sur mon dos comme un petit paquet de quelque chose et je vous porterai au travers de vos ennemis jusque dans votre maison. Ou lorsque nous y serons, nous pourrons nous barricader et envoyer quérir main forte contre la violence. L'invention est bonne. Pas la meilleure du monde, vous allez voir. Le père à l'imposture. Non, je dis que vos ennemis seront bien attrapés. Bon, allez, mettez-vous bien jusqu'au fond, hein. Et surtout, ne branlez pas, hein, quelque chose qui puisse arriver. Laisse-moi faire, je saurai me tenir. Je n'aurai pas l'avantage de tuer ese geronte y alguien por caridad me enseñará para dónde está. Cachez-vous bien. Calice, je le trouverai sa cache-t-il al centro de la tierra. Oh, cachez-vous bien, ne branlez pas. Oh, l'homme au sac. Monsieur, Je te voy un Luis y me enseigne dónde está Geronte. monsieur, vous cherchez le seigneur Géronte? Ben oui, mordi, je le cherche. Et pour quelle affaire? Para quoi la faire? Oh oui. Je vais Calice le faire mourir sous les coups de bâton. Monsieur, les coups de bâton ne se donnent point à des gens comme lui, et ce n'est pas un homme à être traité de la sorte. Qui? Ese padre Geronte, ese maro, ese belitre? Ah, monsieur, le seigneur Géronte n'est ni fan, ni maraud, ni bellitre, et je voudrais, s'il vous plaît, que vous parliez d'autre façon. Pardon, tu me traites moi con esa altura? Ah, monsieur, je défends seulement comme il se doit à un homme d'honneur qu'on offense. ¿Es que tú eres uno de sus amigos de ese Geronte? Oui, monsieur, j'en suis. ¡Ah! ¡Tú eres uno de sus amigos! ¡A la bonne! Tiens, voilà ce que je te baille pour lui. ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Tout bon, monsieur, tout bon! ¡Oh, doucement! Non! Ah!
lui cela de ma part. Adios. Oh, diable soit le Gascon. Ah, Scapin! Je n'en puis plus! Oh, monsieur, je suis tout moulu! Et les épaules me font un mal épouvantable! Comment? C'est sur les miennes qu'il a frappé! Prenez-y, monsieur! C'est sur les miennes qu'il frappa! Que veux-tu dire? J'ai bien senti les coups et les sens bien encore! Non, monsieur, je vous dis qu'il n'y a que le bout du bâton qui est arrivé jusque sur vos épaules. Mais tu devais donc te retirer un peu plus loin pour m'épargner. Ah, cachez-vous! En voici un hôtel mis dans l'étranger. Parti! Moi, à courir comme une vache qui ne pouvre point trouver de tous les jours si tu appelles tes chérontes. Cachez-vous bien. Monsieur l'homme, vous, oui. Dites-moi-le un peu, vous, où il est, ce diable de Géronte. Monsieur, je ne sais pas où est le seigneur Géronte. Ah, moi, je sais que tu sais où il est. Dis-le-moi un peu, hein. Moi, je ne veux pas lui faire grand-chose. C'est seulement pour lui donner une petite régale sur le dos d'une douzaine de coups de bâton, hein, et 3 ou 4 épées au travers de son poitrine. Ah, monsieur, je vous dis que je ne sais pas où est le seigneur Géronte. Mais j'y vois quelque chose remuer dans ce sac. Pardonnez-moi, monsieur. Il y a sûrement quelque histoire là-dedans. Non, pas du tout, monsieur. Moi l'avoir envie de donner un coup d'épée dans ce sac. Monsieur, et gardez-vous-en bien. Ah, montre-le-moi, te dis-je. Je ne vous le montrerai point. Et pourquoi? Ce sont hardes qui m'appartiennent. Montre-le-moi, te dis-je. Je ne vous le montrerai point. Toi vouloir faire le drôle. Non. Tiens, tu veux te pallier ces bastons au-dessus de tes épaules, hein? Ça t'apprendra à parler insolamente. Non, monsieur, s'il vous plaît. Non. Au revoir. Peste soit du baragouine. Scapin! Je suis roué! Et moi, je suis mort. Pourquoi diantre faut-il qu'il frappe sur mon dos? Monsieur, voici une demi-douzaine de soldats qui arrivent tous ensemble. Tâchons à trouver ce Géronte, cherchons partout. N'épargnons point nos pas. Cherchons toute la ville. Visitons tout. Furetons de tous les côtés. Cachez-vous bien, monsieur. Allons, camarades. Voici son valet. Allez, coquin, enseigne-nous où est ton maître. Oh, messieurs, s'il vous plaît, ne me faites point de mal. Il faut que tu nous dises où est ton maître. Allez, parle vite. Expédions. Dépêche, vite. Donc, Monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. si tu ne nous fais pas savoir où est ton maître, nous allons faire pleuvoir sur toi une ondée de coups de bâton. Monsieur,
Je ne vous découvrirai pas où est mon maître. Oh, tu veux être assommé? Je n'en ferai rien. Tu veux être battu? Je ne vous dirai point où est mon maître. C'est que tu en veux tâter alors. Ah! J'ai besoin de prendre l'air. Tu me le paieras, je te jure. La plaisante histoire que voilà est la bonne dupe que ce vieillard. Il n'y a rien de plaisant à cela et vous n'avez que faire d'en rire. Quoi? Que voulez-vous dire, monsieur? Je veux dire que vous ne devez pas vous moquer de moi. De vous? Oui. Comment? Qui songe à se moquer de vous? Pourquoi venez-vous ici me rironner? Oh, cela ne vous concerne point, et je ris seul d'un conte qu'on vient de me faire. Le plus plaisant qu'on puisse entendre. Je ne sais pas si c'est parce que je suis intéressée dans l'affaire, mais je n'ai jamais rien trouvé d'aussi drôle qu'un tour qui vient d'être joué par un fils à son père pour lui en attraper de l'argent. Par un fils à son père pour en attraper de l'argent. Oui. Pour peu que vous me pressiez, vous me trouvez assez disposée à vous dire l'affaire, et j'ai une démangeaison naturelle à faire part des contes que je sais. Je vous prie de me dire cette histoire. Je le veux bien. À vrai dire, je ne risquerai pas grand-chose à vous la dire, et c'est une affaire qui n'est pas pour être longtemps secrète. La destinée voulut que je me trouvasse parmi ces gens que l'on appelle égyptiens, et qui, rôdant de province en province, se mêlent de dire la bonne fortune et, quelquefois, de beaucoup d'autres choses. En arrivant dans cette ville, un jeune homme me vit et conçut pour moi de l'amour. Dès ce moment, il s'attache à mes pas, et le voilà d'abord comme la plupart des jeunes gens qui croient qu'il n'y a qu'à parler et qu'au moindre mot qu'ils disent, leurs affaires sont faites. Mais une certaine fierté lui fit renoncer à ses premières pensées. Il fit connaître la passion qu'il avait pour moi aux gens qui me tenaient, et il les trouva disposés à lui, moyennant quelques sommes. Mais le mal dans l'affaire était que mon amant se trouvait dans la situation où nous voit la plupart des fils de famille, c'est-à-dire qu'il était un peu dépourvu d'argent, et qu'il a un père qui, quoique riche, est un avaricieux fiefé, le plus vilain homme du monde. Attendez, ne me saurais-je rappeler de son nom? Aidez-moi, ne pouvez-vous me nommer en cette ville un homme qui soit connu pour être avare au plus haut point? Non. Il a son nom du Géronte. Le voilà notre vilain. Enfin, pour en revenir à notre compte. Nos gens voulurent partir de la ville dès aujourd'hui, et mon amant m'allait perdre
faute d'argent, s'il n'avait trouvé du secours dans l'industrie d'un serviteur qu'il a. Pour le nom du serviteur, je le connais à merveille. Il s'appelle Scapin. C'est un homme incomparable et il mérite toutes les louanges qu'on lui donne. Ah! Coquin! Coquin que tu es! Voici le stratagème dont il s'est servi pour rattraper sa dupe. Il est allé trouver ce chien d'avare et il lui a dit qu'en se promenant sur le port, avec son fils, ils avaient vu une galère turque et qu'on les y avait invités à entrer. Qu'on leur avait servi la collation et que tandis qu'ils mangeaient, on avait mis la galère en mer. Que le jeune turc l'avait renvoyé lui seul, à terre, dans un esquif, avec ordre de dire au père de son maître qu'il envoyait son fils en Alger s'il ne lui envoyait tout à l'heure 500 écus. Akatching! Voilà mon ladrement vilain dans de furieuses angoisses. Et la tendresse qu'il a pour son fils fait un combat étrange avec son avarice. 500 écus Akatching! qu'on lui demande sont justement 500 coups de poignard qu'on lui donne. Il ne peut se résoudre à tirer cette somme de ses entrailles. Et la maladie qu'il souffre lui fait trouver 100 moyens ridicules pour avoir son fils. Attendez, il veut envoyer la justice en mer après la galère du Turc. Il sollicite son valet de s'aller envoyer à la place de son fils jusqu'à ce qu'il n'ait amassé tout l'argent qu'il n'a pas envie de donner. Il abandonne pour faire 500 écus, Akatching! 4 ou 5 vieux habits qui n'en valent pas 30. Enfin, le valet lui fait comprendre l'impertinence de ses propos et chaque réflexion est douloureusement accompagnée d'un « Mais que diable allait-il faire à cette galère? À la maudite galère, traître de Turc !» Enfin, après plusieurs allers-retours, après avoir long... Mais il me semble que vous ne riez point de mon conte. Qu'en dites-vous? Je dis que le jeune homme est un pandard, un insolent, qui sera puni par son père du tour qu'il lui a fait, que l'égyptienne est une malavisée, une impertinente de dire des injures à un homme d'honneur qui saura lui apprendre à venir ici débaucher les enfants de famille, et que le valet est un scélérat qui sera, par Géronte, envoyé au gibet avant qu'il soit demain. Où est-ce donc que vous vous échappez? Savez-vous bien que vous venez de parler là au père de votre amant? Je viens de m'en apercevoir et je me suis adressée à lui-même sans y penser pour lui conter son histoire. Comment, son histoire? Oui, j'étais encore toute remplie du conte et je brûlais d'envie de le redire. Mais qu'importe, tant pis pour lui. Et puis, je ne vois pas que les choses pour nous en puissent être ni pis ni mieux. Vous aviez grande envie de babiller, et c'est avoir bien de la langue que de pouvoir se taire de ses propres affaires. N'aurait-il pas appris cela de quelqu'un d'autre? Oh là, Sylvestre! Rentrez dans la maison, voilà mon maître qui m'appelle. Vous vous êtes accordé? Coquin! Vous vous êtes accordé? Scapin! Et vous, et mon fils, pour me fourber? Et vous croyez que je l'endure? Ma foi, monsieur, si Scapin vous fourbe, je m'en lave les mains, et vous assure que je n'y trempe en aucune façon. Et nous verrons cette affaire. Pandard! Nous verrons cette affaire et je ne prétends pas qu'on me fasse passer la plume par le bec. Ma foi! Ah, Signor Argante, vous me voyez accablé de disgrâce. Vous me voyez aussi dans un accablement horrible. Le pandard de Scapin, par une fourberie, m'a attrapé 500 écus.
contenté de m'attraper 500 écus. Il m'a traité d'une manière que j'ai honte de dire. Mais il me la paiera. Je veux qu'il me fasse raison de la pièce qu'il m'a jouée. Et je prétends faire de lui une vengeance exemplaire. Mais aussi que dans tout ceci, je n'ai pas ma part. Mais ce n'est pas encore tout, Seigneur Argante. Et un malheur nous est toujours l'avant-coureur d'un autre. Je me réjouissais aujourd'hui de l'espérance d'avoir ma fille, dont je faisais toute ma consolation. Et je viens d'apprendre de mon homme qu'elle est partie il y a longtemps de Tarente et qu'on y croit qu'elle a péri sur le vaisseau où elle s'embarqua. Mais pourquoi? Et s'il vous plaît, me la tenir à Tarente et ne vous être pas donné la joie de la voir avec vous. J'ai mes raisons pour cela. Et des intérêts de famille m'ont obligé à tenir fort secret ce second mariage. Oh! Mais que vois-je? Te voilà, nourrice! Seigneur Pandolfe! Appelle-moi Géronte. Ne te sers plus de ce nom, les raisons ont cessé qui m'avaient obligé à le prendre parmi vous à Tarente. Que ce changement de nom nous a causé de troubles et d'inquiétudes dans les soins que nous avons pris de vous venir chercher ici. Où est ma fille? Et sa mère? Votre fille, monsieur, n'est pas loin d'ici. Mais avant que de vous la faire voir, il faut que je vous demande pardon. Dans l'abandonnement où, faute de vous avoir trouvé, je l'ai mariée. Ma fille? Mariée? Oui, monsieur. Et avec qui? Avec un jeune homme nommé Octave, fils d'un certain seigneur Argan. Oh ciel! Quelle rencontre! Ma nounou! Vous n'avez qu'à entrer dans ce logis. Passe devant. Suivez-moi. Suivez-moi, Seigneur Argon. Voilà une aventure qui est tout à fait surprenante! Eh bien, Sylvestre, que font nos gens? J'ai deux avis à te donner. L'un, que l'affaire d'Octave est accommodée. Notre Hyacinthe s'est trouvée être la fille du seigneur Géronte, et le hasard a fait ce que la prudence des pères avait délibéré entre eux. L'autre avis, c'est que les deux vieillards font contre toi des menaces épouvantables. Et surtout le seigneur Géronte. Cela n'est rien. Les menaces ne m'ont jamais fait mal et ce sont nuées qui passent bien loin sur nos têtes. Prends garde à toi. Les fils pourraient bien accommoder avec les pères, et toi, demeurer dans la nasse. Oh, nous trouverons un moyen d'accommoder leur courroux et je serai bien... Retire-toi, demandez qu'ils sortent. Allons, ma fille, venez chez moi. Ma joie aurait été parfaite si j'y avais pu voir votre mère avec vous. Oh, voici Octave, tout à propos. Venez, mon fils, venez vous réjouir avec nous de l'heureuse aventure de votre mariage. Le ciel... Non, mon père! Toutes vos propositions de mariage ne serviront de rien. Rien. Je dois lever le masque avec vous.
Et l'on vous a dit mon engagement. Oui, mais tu ne sais pas. Je sais tout ce qu'il faut savoir. La fille du Seigneur. La fille du Seigneur Géronte ne me sera jamais de rien. Rien. C'est elle. Non, monsieur. Je vous demande pardon, mes résolutions sont prises. Écoutez, Non, tais-toi, je n'écoute rien. Rien. Ta femme. Mais non, vous dis-je, mon père. Je mourrais plutôt que te quitter. Mon aimable Hyacinthe. Oui, vous avez beau faire. La voilà, celle à qui ma foi est engagée. Je l'aimerai toute ma vie et je ne veux point d'autre femme. Eh bien, c'est elle qu'on te donne. Oh, quel diable d'étourdi qui suit toujours sa pointe. Oui, Octave. Voilà mon père que j'ai trouvé. Et nous nous voyons hors de peine. Allons. Allons souper chez moi, nous serons mieux qu'ici pour nous entretenir. Ah, mon père, mon père. Je vous prie, je vous demande, par grâce, que je ne sois point séparée de l'aimable personne que vous voyez ici. Elle a un mérite qui vous fera concevoir de l'estime pour elle quand il sera connu de vous. Tu veux que je tienne chez moi une femme qui est aimée de ton frère et qui m'a dit tantôt au nez 1000 sottises de moi-même? Monsieur, je vous prie de m'excuser. Je n'aurais point parlé de la sorte si j'avais su que c'était vous. Et je ne vous connaissais alors que de réputation. Comment? Que de réputation? Mon père, la passion que mon frère a pour elle n'a rien de criminel. Et je réponds de sa vertu. Voilà qui est fort bien. Ne voudrait-on pas que je mariasse mon fils avec elle? Une fille inconnue qui fait le métier de coureuse? Ah. Mon père, ne vous plaignez point que j'aime une inconnue, sans naissance et sans bien. Ceux de qui je l'ai rachetée viennent de me découvrir qu'elle est de cette vie et d'honnête famille. Et que ce sont eux qui l'y ont rachetée à l'âge de 4 ans. Et voici un bracelet qui pourra nous aider à retrouver ses parents. Hélas! Avoir ce bracelet, c'est ma fille que je perdis à l'âge que vous dites. Votre fille? Oui, ce l'est. Et j'y vois tous les traits qui m'en peuvent rendre assurée. Au ciel! Oh! Que d'aventures extraordinaires! Ah, messieurs, Quoi? il vient d'arriver un accident étrange. Quoi? Le pauvre Scapin. C'est un coquin que je veux faire pendre. Hélas, monsieur, vous ne serez pas en peine de cela. En passant contre un bâtiment, il lui est tombé sur la tête un marteau de tailleur de pierre qui lui a brisé l'os et découvert toute la cervelle. Il se meurt et il a prié qu'on l'apportât ici pour vous pouvoir parler avant que de mourir. Où est-il? Le voilà. Messieurs, vous me voyez, vous me voyez dans un étrange état. Je n'ai pas voulu mourir sans pouvoir venir demander pardon à toutes les personnes que j'ai pu avoir offensées. Avant de rendre mon
de bien vouloir me pardonner. Et principalement, le Seigneur Argante. Et le Seigneur Géronte. Je te pardonne. Va, meurs en repos. C'est vous, monsieur, que j'ai le plus offensé par les coups de bâton que je... Laissons cela. Je te pardonne aussi. Ça a été une témérité bien grande pour moi que les coups de bâton... Laissons cela. Monsieur, j'ai en mourant une témérité inconcevable pour les coups de bâton que je vous... Mon Dieu, et toi? Monsieur, hélas, quelle bonté! Mais est-ce de bon gré que vous me pardonnez les coups de bâton? Je te pardonne tout, ne parlons plus de rien, voilà qui est fait. Je me sens tout soulagée depuis cette parole. Oui, mais je te pardonne, à la charge que tu mourras. Comment, monsieur? Je me dédie de ma parole si tu réchappes. Voilà mes faiblesses qui reprennent. Seigneur Géronte, en faveur de notre foi, il faut lui pardonner sans condition. Allons souper ensemble pour mieux goûter notre plaisir. Et moi, qu'on me porte au bout d'une table